Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Vous êtes prêt pour la dernière ligne droite de l'actualité Eh oui. avant Noël Mmh. Allez, c'est parti. On va commencer par parler de ceux qui n'ont pas vraiment le cœur à la fête. Évidemment, les agriculteurs, les éleveurs bovins qui ont manifesté à plusieurs reprises, bloquant des axes routiers, manifestant à Bruxelles. La colère des paysans a de nombreuses origines. On va les évoquer. Mercosur, PAC, entrée de l'Ukraine dans l'UE et bien sûr, la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire contagieuse qui pose de nombreuses questions. On va vous entendre là-dessus, Michel. La question paysanne est centrale pour vous. C'est la clé de voûte de notre culture et notre civilisation. La lutte contre le narcotrafic, toujours au cœur des préoccupations de sécurité des Français. On passera rapidement sur la énième visite du président Macron à Marseille pour se concentrer sur les solutions, s'il en existe, pour réduire la consommation et aussi assécher les routes internationales de l'approvisionnement en stupéfiants. La France est inondée de drogue, aussi bien dans les zones urbaines que les zones rurales. On évoquera aussi l'antisémitisme après l'horreur de l'attentat commis par 2 terroristes islamistes en Australie à Sydney lors du premier jour de Hanouka. Est-ce que vous pensez qu'en banalisant l'antisémitisme, on favorise le passage à l'acte dans nos sociétés? Question que je vous pose dans un instant. La guerre en Ukraine et la question de l'effort de réarmement à la fois de l'Europe et de la France. Les chefs d'état-major de plusieurs pays tiennent le même discours d'urgence à se réarmer pour faire face à une confrontation directe ou indirecte avec la Russie d'ici quelques années. On entendra le son de cloche qui est différent du général Pierre de Villiers qui était notre invité cette semaine. Rappelez que la seule stratégie qui vaille pour la France, c'est la paix. Enfin, le point philo, Michel, à l'occasion de la parution du chef-d'œuvre de Schopenhauer en Pléiade, le monde comme volonté et représentation, on va se poser une question. Comment peut-on vivre en étant pessimiste? C'est ça, Michel? Eh oui. Mais nous, on n'est pas que pessimistes, on est aussi optimistes. Vous. Moi, je suis une optimiste, vous avez raison. Michel Onfray, on commence par cette colère inextinguible des agriculteurs. Ils se révoltent contre de multiples choses, ces crises à répétition qui les frappent, sanitaires, Mercosur, PAC, Ukraine éventuellement qui pourrait rentrer dans l'Union européenne. On va écouter Christian Convert de la coordination rurale. C'est un agriculteur, ancien secrétaire général de cette coordination rurale. Il a fait part de sa très vive émotion face à cette détresse des agriculteurs. Ça nous fait pleurer, bon, c'est pas du cinéma. Il faudra qu'il y ait des morts parmi les gens pour tuer des vaches. Non mais c'est une histoire de fou qu'on est en train de vivre. Qu'elles soient pas capables d'entendre ce qui se passe, on a des propositions qui sont tout à fait responsables et sérieuses. Non, il y a de quoi être dégoûté, moi je les comprends. Je sais pas la suite, mais la suite elle va pas être calme. C'est impossible que ça soit calme quand ça se passe comme ça. Voilà Christian Convert qui a la larme à l'œil, qui pleure sur ce plateau, qui fait part de cette détresse. Il y a une solution pour les paysans aujourd'hui, Michel? Oui, d'abord sur les larmes, moi je suis tétanisé devant les larmes d'un homme comme ça. Christian Convert, on s'est rencontrés, j'avais fait un livre avec Véronique Le Floch et on s'est rencontrés à plusieurs reprises et j'ai pu apprécier l'homme qui m'a rappelé mon père, je veux dire, des caractères, des tempéraments, qui était ouvrier agricole, des caractères, des tempéraments, on ne se plaint pas. Hein. Savoyard. En plus, alors bon, Un bon point de plus. Il aurait mérité d'être normand. Et donc, c'est vraiment un homme à l'ancienne, dur au travail, dur à la peine, comme tous les paysans. Ce sont des gens qui ne comptent pas leur temps, leurs heures, et qui ne se plaignent jamais, et qui ne descendent pas dans les rues pour dire on a envie de descendre dans les rues parce qu'on a envie de tout casser. Non, pas du tout, ils descendent dans les rues en disant on va mourir. Et voilà ce qu'il dit. Et quand un homme comme ça en arrive à pleurer, c'est que quelque chose se passe. Vous savez, les histoires des jacqueries, c'est-à-dire des soulèvements des paysans, car il y a là une jacquerie, ont tous été matés par le pouvoir, un pouvoir répressif. Tout le monde a en tête, j'ose espérer du moins, que des hélicoptères et des blindés ont été envoyés contre les paysans. C'est quand même quelque chose qu'il faut retenir. Des blindés dans l'Ariège. Dans l'Ariège, mais je veux dire, les blindés avaient été envoyés contre les Gilets jaunes aussi régulièrement à une époque. Est-ce qu'il y a eu des blindés envoyés dans des cités, à Marseille par exemple, pour supprimer des points de deal? Je ne pense pas qu'il y ait eu des hélicoptères, des blindés, des gaz lacrymogènes et des coups qui aient été donnés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des narcotrafiquants qui pleurent et qu'on fasse le nécessaire pour que les narcotrafiquants pleurent. C'est-à-dire, quand ils sont mis en prison, ils portent plainte contre l'État français parce qu'on les traite mal et qu'ils subissent des traitements inhumains et dégradants, des gens qui peuvent tuer, des gens qui peuvent massacrer, des gens qui peuvent faire égorger, des gens qui peuvent demander à d'autres d'en égorger d'autres, de les mettre dans des malles de voitures et de mettre le feu à ces voitures. Et d'un seul coup, ce sont ces gens-là qui disent « mais le droit ne me protège pas », etc., etc. On ne va pas continuer sur ce sujet, puisqu'il s'agit des paysans. Je voulais juste dire que quand les jacqueries n'ont pas été écoutées, elles ont un jour débouché sur quelque chose qui s'appelle la Révolution française.
C'est-à-dire que la Révolution française, lire et relire Taine et les origines de la France contemporaine, qui fait une magnifique histoire de la Révolution française, et surtout une histoire des causes de la Révolution française. Si vraiment on veut prendre de la hauteur sur ce sujet, on peut parler Mercosur, on peut parler prime de ceci, prime de cela, on peut parler dermatose, traitement. Moi, je parle en permanence avec mon ami Gilles Fontaine, je dirais mon vétérinaire de référence. On a encore beaucoup parlé hier sur ce sujet, et pour essayer de savoir. Parce que vous savez, quand vous dites la science dit que, mais c'est quoi la science macroniste? Est-ce que c'est la science éléphiste? Est-ce que c'est la science centriste? Est-ce que c'est la science écologiste? On n'entend pas beaucoup d'ailleurs les écologistes sur ce sujet-là. Ça les gêne pas trop qu'on abatte des troupeaux. J'ajoute qu'il y a une espèce de disparition des images. Vous avez vu, il y a 0 image des hécatombes ou des massacres de vaches. Moi, j'aimerais qu'on montre 200 vaches par terre, là, et des paysans qui pleurent devant leurs troupeaux. Ça, on cache, on floute. On floute plein de trucs maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire la télévision montre des choses qu'elle cache. Alors on a envie de dire, mais montrez-les, les têtes de ces gens-là. Et puis les gens qui disent, on témoigne, mais on est en train de filmer leurs mains parce qu'on cache aussi leur visage. Donc là, les paysans, ils ne se cachent pas, on les montre, on les voit, et ils sont dans la souffrance. Le travail que nous pouvons faire, si on veut prendre de la hauteur, c'est de dire, il y a un projet européiste aujourd'hui qui consiste à détruire la paysannerie française. C'est un projet. C'est un projet parce qu'il vise la construction d'une industrialisation alimentaire planétaire. Les paysans, ils donnent à manger. Jadis, ils donnaient à manger à leur famille, puis au village, juste autour. C'est-à-dire que vous faisiez le pain, le lait, le beurre, la crème, les œufs, les poulailles, les élevages, les poules, et les élevages, les lapins, etc. Et puis voilà, il y a une espèce d'autosuffisance. Puis après, il a fallu nourrir les gens des villes. Puis après, il a fallu, etc., etc. Et donc, il y a une industrialisation aujourd'hui qui est visée par des gens qui ne veulent plus avoir affaire aux paysans. Vous vous rendez compte, les paysans sont des gens de tradition. Ce sont des gens qui ont le sens de la parole donnée, le sens de l'honneur. Ce sont des gens qui ont le sens du travail. Ce ne sont pas des gens qui disent on veut travailler 15 heures par semaine. Ce ne sont pas des gens qui, etc., etc. On sait qui ils sont. Et bien donc, ils sont conservateurs, ils sont traditionnels, ils ne sont pas progressistes. Eux, l'acte vétérinaire, c'est pour les vaches, c'est pas pour les femmes. Ils n'estiment pas qu'on puisse faire des gestations pour autrui. Ça, ils le font. Ça s'appelle des saillies et ça se fait avec les chevaux, les juments, ça se fait avec les bœufs, les vaches. Mais ils ont une vision du monde dont il faut se défaire. C'est trop traditionnaliste, c'est trop passif. Alors donc il nous faut de la viande produite au bout du monde, congelée, ramenée dans nos écoles françaises où les enfants vont manger tout ça. Alors là, le principe de précaution, ça n'existe pas. Il nous faut, après, plus tard, quand il faut penser en termes de siècles, il nous faut faire de telle sorte qu'il n'y ait plus de vaches. Vous vous rendez compte, les émissions de gaz des vaches, ça troue la couche d'ozone. Voilà, on nous dit après que pour fabriquer 1 kilo de viande, il faut je ne sais combien de litres d'eau. Ils oublient que c'est aussi la pluie et que l'herbe, si vous ajoutez cette eau-là, évidemment, on peut dire des chiffres qui ne veulent rien dire du tout. Simplement, un jour, on va cloner la viande. C'est déjà en train de se faire. Et quand on aura cloné et industrialisé... Vous avez souvent parlé de ça, oui. Oui, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le fétiche et la marchandise, où je raconte tout ça, en disant, comme c'est pas par hasard, si les patrons de Libération ont investi dans cette viande cellulaire. Ces gens qui font le business progressiste en nous disant arrêtez tous ces gens-là, là, les paysans qui nous fatiguent, et l'Europe de Bruxelles contribue à travailler tout ça formidable. On est en train de détruire des élevages, on est en train de détruire la biologie qui a été fabriquée par ces gens-là, la génétique qui a été fabriquée par ces gens-là. Puis un jour, on leur dira ça y est, on a cloné de la viande cellulaire, et maintenant vous avez du faux gras. J'ai vu ça l'autre jour dans un magasin, c'est un faux foie gras uniquement fait avec des végétaux. Et on s'en va, on donne raison aux véganes et aux végétaliens, aux végétariens, et on n'a plus besoin de gens qui produisent de la viande. Donc évidemment, on ne le dira pas qu'il faut exterminer la paysannerie française, mais c'est très exactement ce qui se joue. Et c'est pourquoi je disais, le Mercosur aura lieu, puisqu'il y a un plan politique chez les européistes qui consiste à détruire les agricultures régionales au profit d'une industrialisation alimentaire. Alors justement, je voudrais vous montrer une petite séquence houleuse qui s'est déroulée entre l'eurodéputée de la France Insoumise Manon Aubry et un agriculteur. Les paysans manifestaient devant le Parlement européen. Elle s'est approchée pour discuter avec eux. Je demandais à nos auditeurs de tendre l'oreille. Et on voit que le paysan refuse de lui parler. Il lui dit « Vous avez embrassé Madame von der Leyen le jour de son élection. » Regardez et écoutez cette séquence. Ah, il y a la maman Aubry qui est là. Bonjour. Non, pas bonjour. Ah, là, vous nous avez foutu dedans, hein. Ah ben moi vous savez que vous savez que je préside le moi je préside le seul groupe. Von der Leyen est sortie.
Moi, je préside, monsieur, le seul groupe Vous êtes qui des n'a jamais donné hypocrites. aucune voix au fondateur de la Vous avez embrassé en bande d'Aveillenne après sa réélection, madame. Bien parlé. Moi, je Vous êtes préside le fou. seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix Vous à êtes aucun fou, mais acteur. vous êtes fou. Vous avez embrassé von der Leyen, c'est pas possible. On peut pas. C'est celle-là qui nous fout dedans. Non, je peux pas vous écouter. Parce que quand vous écoutez, c'est comme si... quand ça se fait. C'est pas possible. Voilà, cet agriculteur refuse de parler à Manon Aubry parce qu'elle a embrassé Formidable. Madame von der Leyen. Michel Quand vous Onfray. avez lancé le sujet, j'avais déjà ma réponse, c'était ça. Je ne savais pas, je n'ai pas vu cette image. Eh bien, c'est ce que j'aurais effectivement répondu. Il a raison, ce monsieur. C'est quand je vous dis que les gens sont intelligents et qu'ils sont capables, quand on leur montre les images, d'où l'intérêt du groupe CNews, etc., de comprendre que si effectivement elle embrasse comme du bon pain Madame Ursula von der Leyen, c'est que ces gens-là s'entendent. Vous pouvez éventuellement avoir une poignée de main polie. Je ne suis pas de je ne sais plus quel ministre là qui a refusé de serrer la main d'un jeune député du Rassemblement national. Il y a de nombreux députés qui ont Oui, c'est ça. refusé. Oui, hein. oui. Mais là, embrasser, moi je refuse ça, on serre la main des gens éventuellement. Mais là, il lui dit, mais non, moi je ne vous serre pas la main, vous Et embrassez je vous parle des même gens pas. qui Et je veux voilà. pas vous parler. Et il a tellement raison, ce monsieur. Il y a une imposture de la part de la France insoumise qui finit toujours, au nom d'un prétendu vote antifasciste, par voter pour Macron, par voter pour l'Europe. Et on les voit aujourd'hui, là, d'un seul coup, on voit Arnaud Montebourg dire « Ah bah ouais, j'ai voté oui à Maastricht, bah oui, d'accord. Mélenchon, il a voté oui à Maastricht, bah oui, d'accord, etc. » Aquilino Morel, etc. Enfin, tous ces gens, tous les socialistes, Julien Drey, enfin, tous ces gens qui aujourd'hui me disent « Ah bah oui, mais il fallait y penser. » C'était leur boulot, la politique. Moi, en 92, j'ai voté contre. Et Philippe de Villiers, il a voté contre aussi. Et on n'était pas nombreux à voter contre. Ouais, et on se faisait traiter déjà de nazis et de nationaux-socialistes. Et aujourd'hui, cette fameuse Europe qui devait nous protéger de tout, y compris des guerres, c'est cette fameuse Europe aujourd'hui qui nous dit « Préparez-vous à faire la guerre ». C'est aussi cette Europe qui nous dit aujourd'hui, normalement, il n'y avait plus de racisme, plus d'antisémitisme. Vous avez vu l'antisémitisme, vous avez vu le racisme. Donc ceux qui ont fabriqué cette époque-là, à cette époque-là, l'Europe, on ne devrait plus les entendre aujourd'hui. Et je ne donnerai pas d'autres noms pour éviter d'être plus désagréable. On est en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, vous l'avez évoqué, la guerre contre les narcotrafiquants, ça se déroule sur tout le territoire français, ça touche les zones urbaines, les zones rurales. Il y a eu une énième visite d'Emmanuel Macron à Marseille, je vous l'épargne, pour dire, voilà, la République ne reculera pas comme d'habitude, les mêmes mots valise employés à chaque déplacement. Il annonce aussi d'une augmentation de l'amende forfaitaire pour les consommateurs. On va passer de 150 à 200 euros à 500 euros. Est-ce que, ça peut régler le problème selon vous ? Et comment faut-il prendre ce problème de narcotrafic à l'échelle de notre société ? D'abord, il faut avoir une vue globale. Il y a des gens qui produisent et puis il y a des gens qui consomment. Exactement. Donc les gens qui veulent absolument être obsessionnels sur juste un segment de la totalité de la ligne, c'est le cas de le dire, sont des gens qui font fausse route. Donc, on ne peut pas avoir toute l'intelligentsia, le cinéma, le Saint-Germain-des-Prés, etc., qui nous fait l'éloge de la coke et qui nous fait, et puis de dire, bah oui, mais ça, c'est pas pareil. C'est festif, c'est ludique, c'est culturel, ça n'a rien à voir. Et puis de l'autre côté, d'avoir des gamins qui ne vont plus à l'école, qui sont déscolarisés parce qu'on leur donne un très gros billet juste pour être guetteurs. Et puis après, des États qui, eux, sont des États qui entretiennent des relations avec l'islam, il faut le dire aussi. C'est-à-dire il y a des pays producteurs qui fabriquent des fortunes considérables, qui nourrissent le Hezbollah, qui nourrissent l'Iran. Il y en a aussi en Amérique du Sud, beaucoup. Non, il y en a aussi, mais je veux dire que si vous parlez des narcotrafiquants, parce que le gros problème général, c'est tout de même cette guerre qui nous est faite par un islam conquérant, par un islam agressif. Là, je ne parle pas de l'islam d'un certain nombre de gens qui sont intégrés, mais vous avez des gens qui sont dans des logiques de conquête, et c'est l'argent de la guerre terroriste qui se joue ici. Alors tous les gens qui pensent qu'il suffit juste d'aller faire une apparition à Marseille pour que le point de deal ait été déplacé, et une fois qu'ils sont rentrés avec leur jet privé, on redéplace le point de deal et qui dit on ne nous laisserons pas passer, nous serons sévères, etc. Alors qu'on ne touche à rien de tout ça. Voilà pourquoi tout ça se tient avec Israël, avec Gaza, avec le bombardement de l'Iran, avec ce que nous faisons en Afghanistan ou ce que nous ne faisons pas, avec l'Afghanistan, les relations que nous avons avec le Maroc ou que nous n'avons pas, les relations que nous avons avec l'Algérie, c'est-à-dire que nous avons avec le Maroc, etc., etc. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de la communication qui permettra de régler le problème, c'est un chef d'État ou un ou une chef d'État, et qui, je ne pense pas Marine Le Pen, non. Pour le coup, je suis en train de dire... Vous êtes en train de faire la parité homme-femme, et c'est très bien, je vous félicite, Michel. Peut-être Marine Tondelier, s'il le faut, ou Ségolène Royal. Mais qu'on puisse poser le problème de manière internationale. Quelle relation avons-nous avec les pays producteurs ?
Alors, la solution, c'est pas forcément Trump qui dit « Moi, je vois un bateau vénézuélien, boum, j'explose tout ». Non, c'est pas la solution. Ça, pour le coup, je parle pas beaucoup de l'état de droit, mais là, on peut en parler. Donc, on intercepte, on les met au tribunal, on les met éventuellement en prison, on libère les gens qui sont juste là en train de piloter, parce que il faut bien bosser, puis je ne sais quoi. Enfin, je sais pas, mais on exerce le droit, quoi. Mais simplement, tous ces gens qui sont des narcotrafiquants, on les reçoit, on les embrasse, on les reçoit de manière officielle. Je ne vais pas dire où, on va finir par savoir à qui je pense. Mais il y a des pays dans lesquels on voit une bonne entente entre le souverain et le chef de l'État, et la question de la drogue n'est jamais abordée. Et puis, à l'autre extrémité, il y a la question de la consommation. Qu'est-ce qui fait que des jeunes en sont à cet état de destruction d'eux-mêmes ? Parce que moi, j'ai des amis qui ont perdu leurs enfants, qui ont ce qu'on ne dit pas non plus, ça, le pétard festif, etc. Mais sur la construction, sur le cerveau en construction d'un adolescent, c'est destructeur. Ça déclenche des délires psychotiques aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, je connais 2 amis dont les 2 enfants sont dans un état, ils sont détruits. Pour avoir fumé des pétards, hein. C'est pas seulement avoir pris 10 lignes de coke par jour pendant 15 ans. C'est pas ça du tout. C'est juste qu'à un moment donné, on dit ouais, c'est une soirée, c'est festif, etc. Et paf. Mais 500 €, ça peut dissuader une amende de 500 €? Non, bien sûr que non. De toute façon, aujourd'hui, l'argent, si vous n'êtes pas solvable, vous ne payez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous dites, j'ai pas d'argent, voilà. Et on va étager. Et on va dire, les 500 €, vous allez les payer sur 10 ans, par paquet de 10 €. Donc, 30% des amendes sont recouvrées. Donc, et bien sûr, mais ça ne sert à rien. Et puis après, on va augmenter les impôts pour que des gens puissent recouvrer des amendes etc. Ça ne fonctionne pas. Donc c'est une politique globale. Et puis je pense que si on avait un État avec un idéal, avec de la positivité, avec une espèce de désir de faire des trucs. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeunes qui sont géniaux en tout. Vous avez des artistes, vous avez des musiciens, vous avez des informaticiens. Ils vont où, ces enfants, ces jeunes-là? Enfin, je dis des enfants, à l'âge que j'ai. Ils s'en vont. Ils vont quitter la France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un prix Nobel, c'est qu'il est en train de travailler à l'étranger. Et ça se voit régulièrement. Donc on a des talents, on a de l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'on a des jeunes qui se jettent dans l'alcool, qui se jettent dans la drogue, et qu'on n'a pas de perspective à leur offrir autre qu'un service militaire volontaire? Mais ils n'ont plus d'idéal, ces jeunes-là? Ils ont juste envie de gagner de l'argent, et puis voilà, éventuellement d'avoir de l'argent pour faire leurs recherches. Si vous avez des jeunes un peu brillants qui travaillent, moi on prépare un numéro sur Musk là pour Front Populaire, des discussions avec des jeunes brillantissimes en matière d'intelligence artificielle, ils sont partis à Londres. Ils ne bossent pas en France. Ils disent, mais à Londres, on a de l'argent, on peut travailler. Et puis voilà, c'est pas juste les syndicats qui disent, il faut de l'argent, il nous faut de l'argent. Vous faites quoi avec cet argent? Si c'est pour avoir des fonctionnaires en plus, il faut avoir des projets de recherche. Et les projets de recherche, c'est la confiance dans la jeunesse. Il faut dire à une jeunesse, venez par ici. Pas vous ne les avez pas encore eu, mais quand on a tous eu 20 ans. Et quand on a eu 20 ans, on avait envie de refaire le monde et de le reconstruire complètement. Donc les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui et qui, sur le terrain de l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, c'est le projet. On a un président de la République qui dit, non, c'était un ministre, je crois, à l'époque, même plus qui c'était, Le Maire, je pense, qui nous parlait d'ordinateur quantique en France. Il fallait que nous soyons en tête. Je dis, mais mon pauvre garçon, il n'y a pas d'ordinateur français. Donc d'ici à ce qu'il y ait un ordinateur quantique, il va falloir attendre un temps. Et d'ici à ce que l'ordinateur quantique soit français, et d'ici à ce que l'ordinateur quantique français soit en pointe sur la planète entière, c'est faux. Vous avez des Russes qui travaillent là-dessus, vous avez les Indiens qui sont formidables sur ce sujet, qui travaillent là-dessus. Vous avez les Chinois qui sont formidables sur tout. Ils ne disent rien. Ils nous ont dépassés sur tout. Lire l'art de la guerre de Sun Tzu. On dit rien, on fait rien, puis un jour on appuie sur le bouton, poum, tout s'effondre, et puis voilà. L'autre jour, ils ont appuyé sur un bouton, on dit, on a une intelligence artificielle. L'autre jour, il y a eu aussi une image où on voit Xi Jinping et Poutine, ils sont en train de blablater, ils ne savent pas qu'on les écoute ou qu'on les entend, puis ils disent, si, il y a des trucs là pour augmenter la vie, ça existe. Ah oui, c'est vrai. Et tous les deux, là, ils sont en train de travailler sur la possibilité d'augmenter la durée de vie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? Rien. Et donc, évidemment, vous avez des gamins qui prennent du protoxyde d'azote à 3 h du matin, qui conduisent sans permis de conduire et qui tuent d'autres individus. Et qui se tuent eux-mêmes. La question philosophique est comment en est-on arrivé là? Ou comment ces jeunes en sont-ils arrivés là? Et qu'est-ce qu'un chef de l'État propose à cette jeunesse? Et c'est un symbole de repli de civilisation, d'une civilisation qui est en train de s'éteindre. C'est un peu exagéré, mais en tout cas de se replier sur elle-même, de s'étioler, Michel Onfray. Oui, il n'y a pas de civilisation qui n'ait eu de pratique d'ivresse. C'est-à-dire que tout le monde a inventé, je pense que même les hommes préhistoriques, quand ils ont vu des fruits tomber, ils ont laissé les fruits tomber, puis ça a pourri, et puis il y a eu le soleil, puis ça a pourri, puis ils ont bu le jus peut-être de la pluie, puis ils sont partis avec une ivresse, ils avaient découvert l'alcool. Et après, ils ont dû refabriquer de l'alcool, et l'alcool joue un rôle extrêmement important, y compris dans les religions. Le chamanisme, on prend des ivresses, etc., y compris dans la religion chrétienne, où ce n'est pas des ivresses, mais le vin joue un rôle majeur.
Et l'interdiction du vin chez les musulmans joue un rôle majeur parce qu'il joue un rôle majeur chez les chrétiens. Enfin, et donc, il y a un ethnologue un jour qui dit « Nous avons trouvé une civilisation qui ne pratique pas les substances hallucinogènes. » Jusqu'à ce qu'il découvre que les gens soufflaient sur le feu. Et vous savez, quand vous hyper-oxygénez votre cerveau, vous à un moment donné, quand on était gamin et qu'on soufflait dans les bateaux pneumatiques, là, eh bien, de temps en temps, on avait des ivresses de ce type-là. Donc l'ivresse, elle est consubstantielle à la civilisation. Mais c'est la civilisation de l'ivresse qu'il faut travailler. Il y avait un beau mot, il y a toujours, chez Littré, qui était l'ivreté, un mélange d'ivresse et d'ébriété. Parce que quand les jeunes boivent pour être par terre, le binge drinking qui fait que... pour se mettre par terre. Oui, pour se mettre par terre en disant, voilà, je rentre dans un coma, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de ces enfants-là? Puis après, il y a la tradition française de l'ivreté, jusqu'à Rabelais, de temps en temps, on a bu un petit coup, puis voilà, c'est le Beaujolais nouveau, et puis... Qu'est-ce qui fait qu'on en est à cet état qui fait que des jeunes, à 20 ans aujourd'hui, se détruisent, et détruisent autrui? Donc ça, c'est un fait de civilisation. Oui, je pense que quand une civilisation n'a plus de direction à indiquer, eh bien, les gens sont d'une espèce de narcissisme, d'autodestruction. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Michel Onfray, sur CNews et sur Europe 1. On parlera de l'antisémitisme, de l'Ukraine, du spectre de la guerre qui est agité beaucoup devant nos yeux. Et puis une petite histoire, tiens, sur un maire qui a démissionné pour ne pas marier un OQTF. A tout de suite dans Face à Michel Onfray. On se retrouve dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, avant de parler de l'antisémitisme, de la guerre, aussi, parlons de ce maire de la ville de Chécy, qui a démissionné avec toute son équipe municipale parce qu'il refusait de marier un ressortissant algérien sous OQTF. Il dénonce les aberrations de la loi. On va écouter, Michel, les explications du procureur qui explique qu'il ne fait que appliquer la loi au bout de 3 ans. Et oui, Michel, une OQTF, obligation de quitter le territoire français, n'est plus valable. Il faut la renouveler. Écoutons le procureur. Et la question qui m'était posée n'était pas de savoir si la présence de ce monsieur sur le territoire français était légitime ou pas. Ça n'est pas de ma compétence. La question qui m'était posée était de savoir si je pouvais réunir des éléments suffisants pour douter de la sincérité du projet matrimonial de ces personnes. Bien évidemment, le fait que ce monsieur se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national est un aspect important de la question. Mais ce n'est pas toute la question. Et c'est précisément pour ces raisons que, après une enquête de police, après avoir sursis au mariage pendant 2 fois 1 mois, comme la loi m'y autorise, je suis arrivé à la conclusion que je ne rapportais pas la preuve suffisante, qu'il y avait un réel doute sur la réalité de l'intention matrimoniale de ces personnes. Voilà pour le procureur de la République de Meaux, Michel Onfray. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il applique la loi. Oui, mais quelle loi? Voilà. Si c'est la loi de l'Europe, on comprend que le préfet... non, ça c'est la loi française. Oui, non. Oui. Je dis si c'est la loi de l'Europe, on comprend que. Si c'est la loi de la France, on comprend que. Là, qu'est-ce qui se passe? On nous demande de transformer les OQTF en ORTF, quoi, les obligations à quitter le territoire en obligation à résider sur le territoire français. Ce n'est pas possible, ça n'est pas pensable. Ou la loi est la loi et on la respecte, et la loi c'est de dire vous avez une obligation, ça s'appelle l'obligation, c'est OQTF, à quitter le territoire parce qu'il aura été décidé, je ne sais pas ce que sont les procédures, enfin, et s'il a été décidé que des gens avaient obligation à quitter le territoire, c'est que peut-être ils avaient fait des choses pour ne pas mériter d'y rester. Et là, on vous dit, si, au contraire, vous méritez, vous avez même une obligation d'y rester puisque on a besoin de vous, vive l'immigration, etc., etc. Et ce monsieur algérien qui épouse une Finlandaise en France, etc. Oui, mais parce que le droit au mariage est constitutionnel, Michel, vous le savez. Oui, il est constitutionnel. Mieux que quiconque. Simplement, on peut examiner les cas et voir que le mariage blanc, ça existe. C'est quand même une histoire. Là, il dit qu'il a enquêté, le procureur. Et que oui, mais on enquête comme on veut. On peut enquêter à charge, on peut enquêter pour vouloir prouver ce qu'on veut prouver. C'est un honnête homme et qu'il a fait ce qu'il fallait. On voit bien, on le sait très bien quand même que combien il y a de QTF en France, combien de QTF ont été reconduits aux frontières. On sait très bien aujourd'hui que ce monsieur qui est algérien, il n'y a aucune probabilité pour que l'État français ait la possibilité de reconduire ce monsieur à la frontière. Parce et que l'État d'Algérie le reprenne. On va d'abord faire l'OQTF et puis vous serez en Algérie, puis après vous épouserez madame en Finlande ou en Algérie si vous voulez. Si vous êtes évidemment franco-algérien, vous le ferez, mais la France n'y consentira pas. Eh bien, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, puisque c'est l'Europe qui vous dit qu'il faut y consentir et que la loi permet à ces gens-là de dire
Finalement, moi je suis amoureux. On a vu Madame Tondelier nous faire une grande démonstration. Éloge de l'amour, c'était très beau. C'était formidable, elle était extrêmement crédible dans ce rôle. Michel Onfray, on va évoquer un des fléaux de l'humanité, l'antisémitisme, après l'horreur de l'attentat commis par 2 terroristes islamistes en Australie à Sydney, lors du premier jour de Hanouka. Bilan terrible, 15 morts, des dizaines de blessés, 2 hommes, un père et son fils, qui ont pris les armes pour tirer contre une foule désarmée. Il y a cet antisémitisme qui explose en Australie, qui a fait x5 en quelques années, qui explose aussi en France, et on le constate hélas tous les jours. On va écouter le témoignage d'un jeune adolescent qui s'appelle Sacha, qui est juif, et qui a été agressé dans son hall d'immeuble. Écoutez son témoignage. Je suis suivie par un psychologue, parce que ça me traumatise que en tant que juif, on ne peut pas être une personne normale à leurs yeux. Et après, je ne connais pas leurs raisons, je ne suis pas dans leur tête, mais en tout cas, j'ai senti de la haine, quoi. Une plainte a été déposée par Sacha et sa mère. Aujourd'hui encore, l'adolescent reste marqué. Qui me dit que ça ne peut pas se repasser si je sors comme ça tout seul. Et ils sont dehors. Je sais qu'ils sont toujours ensemble, en tout cas, et qu'ils peuvent recommencer à tout moment. Franchement, c'est triste, quoi, de savoir que on ne peut pas être juif et être tranquille. Un témoignage qui s'inscrit dans une réalité plus large, celle d'un antisémitisme du quotidien qui ronge notre société. Voilà Michel Onfray pour le témoignage de Sacha. C'est un phénomène qu'on constate, qu'on essaye vraiment de contrer, de lutter, mais on a l'impression que c'est un rouleau compresseur en fait. L'antisémitisme ? L'antisémitisme. Mais oui. Moi j'ai écrit un livre pour montrer que les philosophes français qui ont compté au XXe siècle ont défendu l'antisémitisme sous prétexte d'antisionisme. Depuis que l'État d'Israël a été créé, en 1948, l'antisémitisme ne peut plus prendre la forme qu'il avait précédemment avec Hitler et avec ce qui s'est passé en Europe. Donc on a inventé autre chose et maintenant on s'oppose à l'État d'Israël. Et d'ailleurs on peut faire l'objet d'une plainte simplement parce qu'on aura dit aujourd'hui que la façon courante d'être antisémite, c'est l'antisionisme aujourd'hui. C'est interdit aujourd'hui de faire de l'histoire, d'expliquer d'où vient l'antisémitisme. Ce gentil garçon, quand il dit je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, c'est normal à son âge qu'ils ne puissent pas savoir. Mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là parce que c'est interdit de dire ce qu'il y a dans leur tête. Qu'est-ce que l'antisémitisme ? D'où vient-il ? Comment a-t-il été construit ? Georges Bensoussan, qui a fait un travail, et qui fait toujours d'ailleurs un travail formidable, est allé au tribunal parce qu'il avait parlé d'enfants biberonnés au lait de l'antisémitisme parce que on leur enseignait le Coran, etc. Mais moi j'ai lu le Coran. J'invite les gens qui veulent qu'on ait une discussion sur ce sujet à ouvrir les livres. On prend le Coran, on prend les hadiths du prophète, qui sont les paroles du prophète, et qui sont dûment certifiés par les compagnons qui disent oui, il l'a bien dit, etc. Et puis les biographies du prophète, et on voit où est l'antisémitisme, de nous dire mais ça n'a rien à voir, c'est sans relation, etc. Je veux bien, mais il faut m'expliquer pourquoi on trouve ça dans ce texte. Alors quand je le dis parfois à certains musulmans, ils me disent que oui, c'est dans les éditions Gallimard, à la Pléiade, c'est des juifs qui ont fait la traduction, c'est des juifs qui sont propriétaires, c'est des juifs qui sont des libraires qui vendent ces livres-là. Comment est-ce que vous voulez qu'on parle ? Donc ce petit garçon, s'il ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là, c'est normal, parce que quand on essaie de dire ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là et comment ils fonctionnent et pourquoi, on va au tribunal aujourd'hui. On est pourchassés, on est traités d'antisémites. Et ce sont ceux aujourd'hui qui sont antisémites, qui nous ont fait le coup pendant 30 ans, des heures sombres de la France et qui voyaient de l'antisémitisme partout. Moi, j'ai eu droit à des campagnes d'antisémitisme, où on me traitait d'antisémite, parce que j'avais écrit un livre contre Freud. Freud est juif, j'ai écrit un livre contre lui, donc je suis un antisémite. Double page dans l'IB, double page dans Le Monde. Michel Onfray antisémite, l'université populaire de Michel Onfray est une université populaire antisémite, le terroir, le machin, etc. J'ai eu ça pendant des années. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sifflotent, regardent en l'air en disant c'est pas bien. Éventuellement, ils disent c'est pas de l'antisémitisme, ça n'a rien à voir. Ce type qui tue, là, c'est pas au nom de l'islam. S'il a dit Allah Akbar, il était dépressif, il avait arrêté ses médicaments, ça n'a rien à voir. Pas au nom de l'islam, c'est pas dans l'islam. L'islam est une religion de paix, de tolérance et d'amour. La seule façon de lutter vraiment, c'est de dire oui, des gens nous ont déclaré la guerre. Il faut savoir qui est l'ennemi et le nommer. Il faut savoir que tous les musulmans ne sont pas nos adversaires et que nous avons besoin de la majorité des musulmans pour qu'ils nous disent oui, c'est pas un dévoiement, c'est une lecture littérale, comme il y a une lecture littérale de la Bible et qu'il y a des lectures allégoriques et symboliques, et que nous avons besoin aujourd'hui de faire un corps commun pour que ce petit garçon ait réponse à sa question, qu'il sache ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là,
et que on soit extrêmement sévère avec ce qui s'est passé. J'ai vu le reportage sur CNews, ce petit garçon, il s'est fait tabasser dans son immeuble. On sait qui a fait quoi. L'un d'entre eux, 4 de ceux qui ont passé à tabac ce petit garçon, s'était entendu dire rappel à la loi. C'est-à-dire on lui a dit mon garçon c'est pas bien, tu rentres chez toi. Il s'est pris un pot de fleurs sur la tête, lancé du 5e étage, s'est fait pour tuer. Bien sûr. Donc évidemment, on ne le dit pas, ou si on le dit, on explique que ça n'a rien à voir, ou si on le dit, vous avez un certain président de la République qui dit que vous faites du brainwashing. On est dans Face à Michel Onfray. Michel, on va évoquer maintenant l'Ukraine, l'effort de réarmement dans lequel se lance l'Europe, l'Union européenne, face au désengagement américain qui se précise de jour en jour. Il y a ces discours qu'on entend. On a entendu le chef d'état-major des armées françaises, le général Mandon, qui, il y a quelques jours, nous parlait de l'hypothèse de perdre nos enfants sur le champ de bataille. Le chef d'état-major des armées britanniques a tenu exactement le même discours, quasiment mot pour mot. Je vais vous faire écouter d'abord le britannique, puis le français, et puis on va se demander pourquoi il y a cette alarme qui résonne dans tous nos pays. Les fils et les filles, les collègues, les anciens combattants auront tous un rôle à jouer pour construire, servir et, si nécessaire, combattre. Et davantage de familles comprendront ce que signifie le sacrifice pour notre nation. C'est pourquoi il est si important que nous expliquions l'évolution de la menace et la nécessité de garder une longueur d'avance sur elle. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Mais je pense qu'on a la force d'âme. La France a toujours démontré sa force d'âme dans les moments difficiles. Et là, on est dans le moment où il faut en parler. Voilà, Michel Onfray, on a entendu le général Knighton et le général Mandon. Tous les deux disent, voilà, il faut se préparer à un conflit. Alors, il faut qui est le patron? Alors, le chef de l'armée, c'est le chef de l'armée. Bien sûr. Bon. Qui est le chef du chef des armées? Le président de la République. Alors oui, en Grande-Bretagne, le Premier ministre. Non, oui, mais là, moi, je vous parle de la France, là. Okay. Parce que c'est nos Français qu'on a envie d'aller. Alors, les enfants meurent, etc. Ils meurent déjà, hein. Ils meurent à Crépol, etc. Bon. Donc, je disais, le chef d'état-major, c'est le patron de l'armée. Le chef de l'armée, c'est le président de la République, qui est le chef d'Emmanuel Macron, le peuple français. Sauf que ça, c'est fini. C'est-à-dire que moi, j'aimerais qu'en Ukraine, on sollicite le peuple pour savoir ce qu'il veut, et qu'on puisse prendre des décisions, qu'on ait la possibilité de le faire dans la bande de Gaza, qu'on ait la possibilité de solliciter le peuple français en disant « Voulez-vous faire cette guerre en Ukraine ? Voulez-vous que nous soyons aux côtés des Ukrainiens contre les Russes ? Avez-vous envie d'engager une guerre planétaire, au moins européenne, mais de toute façon, elle serait planétaire ?» Parce que si nous entrons en guerre clairement contre la Russie, nous entrons en guerre contre la Chine, nous entrons en guerre contre la Corée communiste, nous entrons en guerre contre l'Iran. Est-on prêt à ça ? Est-on prêt à ça? Et puis, on demande au peuple. Ou alors, on n'est plus en démocratie, ce qui est mon hypothèse. Car ces gens décident des guerres, tout seuls. Madame Ursula von der Leyen, elle décide d'une guerre. Macron, il décide d'une guerre. Le chef d'état-major, on dit « Oh, vous allez dire qu'il va falloir être prêt pour la guerre. » Et puis, les Anglais, ils ont fait quoi avec le Brexit? Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils disaient exactement la même chose que s'ils étaient restés dans le Brexit. Donc, ils sont dans l'Europe. Donc, ils sont dans une configuration où on n'y est plus, ça nous arrange, on fait ce qu'on veut. Mais on fait ce qu'on veut, c'est-à-dire on fait exactement la même chose que comme avant. Je vois que vous avez des choses à me... Oui, parce qu'en même temps, on peut aussi entendre que l'Europe a vécu tranquillement des bénéfices de la paix, du parapluie américain, et ne s'est pas préoccupé de se réarmer. Et qu'il y a, vous l'avez souvent dit, le retour des empires, la Chine, la Russie, et qu'on ne peut pas rester les bras ballants. Et moi, j'entends ce discours-là. Ah oui, mais ça fait 30 que la France doit se réarmer. Ça fait 30 ans que je fais l'éloge de la souveraineté nationale française. Ça fait 30 ans que je me fais traiter de fasciste. Et là, d'un seul coup, on voit des gens qui disent « Ah, il faudrait de la souveraineté, nanana, etc. » Bah oui, très bien. Mais c'est vous qui avez contribué, messieurs et mesdames, à dire de la nation que c'était détestable, que le drapeau bleu-blanc-rouge était détestable, que défendre la France et être patriote, c'était détestable. D'un seul coup, ces gens-là veulent être patriotes. Mais ils veulent surtout être patriotes pour aller faire des guerres contre la Russie. Mais d'où viennent ces gens-là? D'où viennent ces gens-là? On ne peut pas faire de la diplomatie? Moi, je suis un disciple de Jaurès là-dessus. Jaurès, il voulait faire de la diplomatie. Jaurès a été assassiné et la guerre a eu lieu et vous avez vu les millions de morts. Et aujourd'hui, ou jadis, vous aviez Helmut Kohl et François Mitterrand qui se tenaient la main à l'ossuaire de Douaumont et disaient tout ça pour ça. Des millions de morts pour qu'on en arrive à se tenir la main et dire mince, plus jamais ça. Tous ces gens qui disent plus jamais ça, ils disent on recommence, on repart, va-t-en guerre.
Demandez au peuple ce qu'il en pense, parce que je veux bien, on a un narratif qui est totalement formaté sur la totalité des chaînes, puisqu'on a fermé Russia Today et Sputnik, c'était justement pour qu'on n'ait pas un autre son de cloche. Mais cette guerre, c'est pas parce que les caméras sont arrivées qu'elle a commencé. Ça fait 20 ans que ça se passe. Pendant que l'Ukraine bombardait sa population russophone, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit on va faire des traités et on va pas les respecter. Monsieur Hollande, Madame Merkel. Tout ça a continué, etc., etc. C'est pas la paix, ça. Non. Donc des gens nous fabriquent la guerre depuis des années, les européistes. Et aujourd'hui, ils nous disent, l'heure est venue, il va falloir la mener. Moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie que... Mais vous voulez bien que civis pacem parabellum, et si on veut la paix, prépare la guerre. Comment vous faites avec des gens qui... Il ne faut pas être désarmé. Non, mais nous, ça fait 40 ans qu'on désarme. Et ça fait 40 ans que les autres se surarment. Non, mais ça servira à rien. Non, mais ça servira à rien. Il suffit que Poutine dise, mais moi, je vais balancer des missiles sur la France, et puis c'est terminé. Donc il faut faire de la politique, il faut faire de la diplomatie. Il faut faire de telle sorte qu'on a un chef d'État digne de ce nom. Il nous reste 10 mois pour celui-ci. L'autre va faire quoi ? Ce serait bien qu'on sache les programmes sur ce sujet-là. Que ferait monsieur, je ne sais pas qui, bidule intel, on n'est pas tous les candidats, mais sur cette guerre. Ils ne vont pas dire non plus on arrête cette guerre. C'est ça, vous êtes poutiniste. Ils vont tous dire on réarme la France, on remet notre armée à niveau, on relance les lignes de production pour les munitions. C'est un discours de bon sens. Oui, mais ça, c'est les gens qui le gaulliste, si j'ose vous le dire. Le 1er juin, ils vont aller sur la place le 2 juin, ils ont 100 kilos en trop, ils disent je vais faire un régime pour maigrir. D'accord, on en reparle dans 5 ans. Donc là, c'est pas possible. Vous voyez les défilés militaires chinois, vous voyez les défilés militaires avec des russes. Drones partout. Et nous, on nous dit, même les militaires, nous disent on n'a pas de quoi tenir 8 jours. Oui, c'est pour ça qu'il faut réarmer. Mais ça ne sert à rien, puisque nous sommes en train de donner les armes que nous avons à l'Ukraine. Nous donnons des canons César, nous donnons des obus. Nous avons aujourd'hui un hélicoptère sur 2 qui ne fonctionne pas, si j'ai bien lu ce que j'ai lu, et qui sert pour donner des pièces de rechange aux autres pilotes d'hélicoptères. Nous avons des policiers, des gendarmes ou des militaires qui n'ont pas leur compte de tir et à qui on dit vous avez 5 balles à tirer dans le mois et vous allez faire votre exercice de tir, etc. Moi, je veux bien. On est dans une décadence totale. On recommence simplement. Faites pas un enfant en 3 jours, faites un enfant en 9 mois. Mais vous êtes un gaulliste, Michel. Oui. Donc vous nous dites quand même qu'il ne faut pas qu'on reste les bras ballants. J'en suis convaincu. Il y a de la politique à faire pour aller plus vite. Réarmons-nous, mais de toute façon, on sera vraiment réarmé et susceptible de répondre à la Chine, si tant est qu'on le soit un jour, quand on ne sera pas tout seul, qu'on aura des alliés. Mais en attendant, ces gens-là ont des intelligences et on peut discuter. On peut discuter avec des gens, on peut discuter avec Zelensky. D'un seul coup, on a découvert qu'il y avait de l'argent qui partait, que tout l'argent qui était donné nourrissait des mafias, que l'ami le plus proche qui regardait du football avec Zelensky le soir, c'est un type qui a été obligé d'être exfiltré parce qu'il y avait beaucoup etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder Pierre Lelouch qui dit des choses extrêmement intelligentes sur le terrain de la diplomatie, de la géostratégie, de la géopolitique. Il ne défend pas Poutine. Lui, il est gaulliste, il est gaulien, et il dit si nous voulons aujourd'hui pas avoir une armée efficace dans 5 ans. Faisons-le, bien sûr, faisons-le. Mais d'ici là, parce que ça, c'est une guerre dont on nous dit qu'elle va avoir lieu dans les mois qui suivent. En 2030. Ben voilà. Généralement, donc prédisait 2030. Histoire de mois. Oui. Ben voilà. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peuple qui se rebelle ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un chef de l'État qui dira pas en notre nom ? Ou est-ce qu'on ne peut pas avoir un chef d'État qui dirait moi je reprends le flambeau de Jaurès et ma logique c'est pas d'être un va-t-en-guerre en disant on va faire le bout de feu. On est des ridicules. On n'a même pas les moyens de déloger les narcotrafiquants en France et on voudrait faire la guerre à la Russie, à la Chine, à la Corée, à l'Iran en même temps. Michel Onfray, il est l'heure du point philo qu'attendent tout le temps nos téléspectateurs et nos auditeurs. Alors là, vous nous avez choisi le chef-d'œuvre de Schopenhauer qui paraît en Pléiade, Le monde comme volonté et représentation, ce qui nous permet de nous poser la question, Michel, comment peut-on vivre en étant pessimiste ? Votre réponse ? Alors, j'ai quelques minutes pour répondre à ça. C'est un chef-d'œuvre, c'est un monument de l'histoire de la philosophie européenne. Il y a des parties techniques. Lui, il dit qu'il faut connaître les Upanishads, qui sont des textes de sagesse orientale, Platon et Kant pour me comprendre. Donc, évidemment, on peut avoir une lecture hyper technique à partir de ça. Moi, je voudrais parler aux gens qui ne maîtrisent pas tout ça et dire qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais je vais faire vraiment une synthèse, parce qu'il faut une petite lecture de quelques pages dans ce livre. Autrement, on pourrait tenir des heures. Il nous dit... La vie, c'est un balancier qui va de l'ennui à la souffrance, de l'ennui à la souffrance, de l'ennui à la souffrance. Et il dit, si on ne s'ennuie pas, on souffre, si on ne souffre pas, on s'ennuie. Et il dit l'ennui à sa représentation sociale le dimanche, et la souffrance le restant de la semaine. Alors on dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors si c'est ça, vraiment, si on a le choix entre souffrance et ennui ou souffrance, il faut se flinguer. Alors lui, il dit non, on peut arrêter le balancier. D'accord. Et il y a 3 possibilités d'arrêter le balancier. Il dit négation,
de ce qu'il appelle le vouloir. Et je veux dire quelques mots sur ce mot, ça n'est pas la volonté ou la volition. Je veux toucher ce micro, je fais un geste, etc. C'est pas ça la volonté, je vais en parler. Et donc arrêtez le vouloir, pratiquez la pitié et la contemplation esthétique. 3 choses. Le vouloir, le Wille en allemand, je ne veux pas faire le malin, mais W-I-2-L-E, c'est pas justement cette possibilité que nous avons de vouloir ceci plutôt que de cela. Je tourne à droite, je tourne à gauche, j'ai exercé ma volonté. Vous prenez dans les pyramides, par exemple, il y a 40 siècles, il y a des offrandes votives qui ont été faites pour les morts. Vous avez quelqu'un qui est momifié, et puis vous avez des trucs pour qu'il puisse aller dans l'au-delà, des trucs à manger, des assiettes dans lesquelles vous avez des grains de blé. Si vous mettez ces grains de blé dans la terre et que vous mettez de l'eau, vous aurez un épi à la saison suivante. Vous avez la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que dans le grain de blé, il y a le Wille, le vouloir, qui fait que c'est une puissance qui veut la volonté et qui veut la vie. Donc c'est ça le Wille. Et il dit, il y en a dans vous, il y en a dans moi, il y en a dans les pierres, il y en a dans les astres. Le vouloir, il est partout. Le monde, c'est volonté. Et ces volontés, en même temps, c'est une représentation. C'est-à-dire que c'est mon cerveau qui rend possible la vérité de ces choses-là. Avant moi, il n'y avait pas de monde, après de moi, il n'y a pas de monde, puisque c'est ma conscience qui fait les choses. Donc je suis mon cerveau. Pensée extrêmement intéressante. Et je reviens aux trois recettes pour être heureux, pour ne pas souffrir, pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas s'ennuyer, pour ne pas souffrir. Et il dit, on arrête la sexualité, la reproduction, etc. Terminé, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'ennui. Ah oui, c'est radical. C'est radical. Hein. C'est radical. Et c'était une pratique qui n'était pas celle de Schopenhauer lui-même, parce qu'il recevait des jeunes filles dans son appartement, il y avait des tricoteuses en bas qui voyaient la jeune fille grimper, et lui ont fait un jour des remarques en disant que quand même, etc. Il a donné un coup de canne à la grand-mère, donc c'était pas... La sexualité, il l'a pratiquée, et la pitié, il ne la pratiquait pas non plus. C'est-à-dire, il dit, il faut... Une logique, donc, négation du vouloir vivre, empathie, pitié. Tout est soumis à la volonté, les oiseaux, les animaux, nous, etc., etc. Et personne ne choisit sa vie. On subit le vouloir, on subit la volonté. Donc, dis-toi d'autrui que si elle est méchante, si elle est mauvaise, etc., il subit la puissance du vouloir, comme toi, tu subis la puissance du vouloir. Donc, et de l'empathie pour autrui. Il aimait beaucoup les animaux et détestait beaucoup les gens. Et d'ailleurs, il avait des caniches et il a fait son chien Atma, qui veut dire l'âme du monde, il l'a fait légataire universel, pour vous dire. Et puis, contemplation esthétique, ça vous dira, je sais que vous êtes très esthète et très mélomane, il dit, la musique, c'est presque la volonté à l'état pur. C'est une volonté sans représentation. C'est pas exactement ça, parce qu'il y a quand même une représentation auditive. Mais il dit, si vous voulez la meilleure image du vouloir, c'est la musique qui la donne. Et quand on est dans l'art, pas seulement la musique, mais pour lui, dans l'art, la musique, c'était vraiment le top. Et il dit là, on s'oublie soi-même complètement. On oublie qu'on souffre, on oublie qu'on s'ennuie. On est dans la contemplation esthétique, dans la belle peinture, dans la belle sculpture, dans le beau poème ou dans le beau film, aujourd'hui, il dirait probablement. Et là, à ce moment-là, on ne souffre plus. Donc, ennui, souffrance, souffrance, ennui. L'ennui le dimanche, la souffrance le restant de la semaine. Vous voulez ne plus souffrir, arrêtez le balancier, la contemplation esthétique, arrêtez la reproduction, contemplation esthétique, exercice de la pitié. Et vous finirez par, dans ce monde terrible, vous finirez par être heureux. Bon, mais nous, on est heureux parce qu'on est ensemble. Juste 2 mots, il dit par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle Métaphysique de l'amour, qui est extraordinaire. Il vous dit, quand vous croyez que vous êtes amoureux, vous êtes abusé par la nature. En gros, la nature, elle veut que vous fassiez des enfants, pour que les enfants fassent des enfants, pour que l'espèce se reproduise. Et il dit, quand on se croit amoureux personnellement, en disant « Ah, il est fantastique, merveilleux, formidable », c'est la nature qui vous prend en otage. Vous avez une histoire d'amour, vous faites un enfant, vous avez bossé pour la nature et pour l'espèce. Après, terminé, l'amour disparaît. Mais nous croyons à l'amour, évidemment, Michel, surtout on s'est fait des Schopenhauer, non, mais d'autres voilà. aussi. Schopenhauer, je ne sais pas, c'est un peu ardu, mais voilà, le monde comme volonté et représentation. Merci à vous, Michel. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un très bon Noël à vous et à tous vos proches. Je pense à votre maman, qu'on embrasse tous avec nos amis auditeurs et téléspectateurs. Joyeux Noël à vous. On se retrouve la semaine prochaine.